Bonjour à tous. Donc, dans le cadre des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, donc centré sur la thématique de la ville, nous allons pendant 1 heure faire donc une table ronde autour d'une thématique dont le titre est assez long, networking, connectivité, quand les infrastructures numériques urbaines aident à la création, à la communication et inventent le panarabisme numérique. Donc, dans cette conférence, nous allons avoir 3 temps. Tout d'abord, je vais vous présenter donc les intervenants par ordre donc, de passage. Donc, Monsieur Kerim Bouzouita, qui nous vient de Tunisie. Il est docteur en anthropologie et journaliste et spécialiste des réseaux sociaux. Il va donc nous parler des autoroutes numériques donc, en Tunisie. Il va parler un peu de l'underground. Deuxièmement, Monsieur Reza Zine, qui est à ma droite. Donc, c'est un réalisateur et enseignant installé en Italie et qui va nous parler des stratégies de production artistique dans la ville. Il va nous parler également des activistes. Troisièmement, donc, à ma gauche, donc, Yves González-Quirano, qui est donc spécialiste du numérique dans le monde arabe, enseignant, et qui a écrit dernièrement donc, un ouvrage qui s'intitule donc Arabité numérique et qui va bien sûr nous parler donc des enjeux politiques autour donc de ces dynamiques liées au numérique dans le monde arabe. Puisque nous avons 1 heure, je vais donc me taire et donner la parole dans un premier temps donc à Monsieur Kerim Bouzouita pour 15 minutes. Nous vous écoutons. Bonjour, ça marche? Bonjour et merci d'être venus aussi nombreux. Je sais que ce n'est pas évident un samedi matin, mais nous sommes très contents de vous voir ce matin. Enfin, pas tellement ce matin. Alors, les autoroutes numériques ou les autoroutes numériques de l'identité politique, c'est le sujet que je vais traiter aussi rapidement que possible puisque nous n'avons qu'1 heure. Alors, nous avons tous des identités politiques. Certaines sont assumées quand on prend la carte d'un parti ou qu'on s'autoproclame communiste, libéral, démocrate, républicain ou autre. Mais certaines... Oui, républicains. Je pensais aux républicains américains, pas les néo-républicains français. Mais certaines identités sont plus intimistes. On ne se rend même pas compte parfois que nous avons une identité politique parce qu'elle se développe de manière plus complexe à travers nos goûts et aussi grâce à la technologie, aux nouvelles technologies aujourd'hui. Je me suis intéressé aux identités politiques subversives et contestataires sous la dictature de Ben Ali, qui en gros a duré de 1987 à 2011, à début 2011. Au niveau de la méthodologie, c'est une méthode d'anthropologie de l'action. En gros, ce n'est pas comme certains sociologues ou scientifiques qui font des entretiens. Non, c'est l'anthropologie d'action. C'est en participant à l'action que vous relevez spontanément sur des carnets ou des choses comme ça, des bouts de discussion qui sont beaucoup plus spontanés et beaucoup plus, disons, vrais. Ces témoignages-là sont plus vrais que le fait de faire un entretien qui est souvent biaisé, parce que les gens disent ce qu'ils veulent en entretien, pas forcément la vérité. Juste un point... On va voir si ça fonctionne. Oui, ça marche. Alors, un point sur l'état des lieux de l'espace public durant l'ère Ben Ali. Il était vraiment verrouillé. Hein. C'était l'un des régimes les plus féroces en termes de liberté, de répression des libertés. C'est-à-dire vous n'aviez même pas la possibilité... Je me rappelle, mes étudiants voulaient lancer une association de promotion du blues. On leur a interdit. Non, c'est interdit. Un refus du ministre de la Culture lui-même et du ministre de l'Intérieur.
Vous ne pouviez pas lancer d'association, ni avoir de parti politique, et vous pouviez même aller en prison juste pour vous être exprimé, même pas de manière très virulente, sur Internet, sur un blog. On vous aurait envoyé en prison, et même nous avons le premier martyr d'Internet en Tunisie, qui est décédé en 2005 des suites de son emprisonnement. Et même pour la musique... même pas contestataire ni subversive. Toute la musique qui ne plaisait pas à l'intelligentsia du régime ne pouvait pas être produite parce que l'État monopolisait les moyens de production et ne pouvait pas être diffusée parce qu'il y avait aussi un monopole de la diffusion, toute forme de culture. Alors contrairement au hip-hop aux États-Unis qui a émergé un peu grâce aussi au désengagement de l'État sous l'administration Reagan, du domaine culturel. En Tunisie, c'est complètement l'inverse. Le hip-hop ou la culture underground en général s'est développé parce que plutôt pour contrer l'État qui monopolisait tout ça, toute la production et la diffusion de culture. Donc ça résume un petit peu l'état de la jeunesse, ou des jeunes en Tunisie qui voulaient produire de la culture et qui ne se retrouvaient pas dans la culture officielle. Si je résume un peu cette idée, ça traverse un ex-rappeur activiste, et aujourd'hui, avec la révolution, il est devenu un chroniqueur star en Tunisie. Nous voulions exister, nous voulions de la reconnaissance, trouver un espace pour dire que nous existions. C'est ça, en fait, l'essence même de l'underground, du souterrain tunisien. Alors, maintenant, on parle de e-révolution, de révolution Facebook, etc. Ce n'est pas faux, c'est vraiment vrai en partie. Mais pourquoi ? Il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que Ben Ali était un geek, en fait. Avec le plan de développement, le 10e plan de développement de 1999, il voulait que la Tunisie soit parmi les pays les plus avancés en termes de nouvelles technologies et surtout d'Internet. Donc, en 2007, 12% des foyers étaient connectés à Internet. En 2010, 40% de la population tunisienne était connectée à Internet. Mais le plus important, c'est 70% des Tunisiens avaient un compte Facebook. En 77% des Tunisiens, internautes tunisiens bien sûr, pas de tous les Tunisiens, avaient un compte Facebook en 2010, quand ça commençait à moins marcher pour Ben Ali. Alors ce qui est intéressant chez Facebook, on parle de médias sociaux, on parle aussi de réseaux sociaux. C'est vraiment des expressions journalistiques qui n'ont aucun fondement scientifique. Ça ne nous aide absolument pas à comprendre ce que c'est Facebook. Les sociologues disent que pour faire société, nous avons besoin de quelques éléments. À votre avis, est-ce que quelqu'un ici sait de quoi nous avons besoin pour faire société? On a besoin de 2 éléments. Allez, je vous aide. Allez, pas tous en même temps. Personne? Reda? Il faut des gens, il faut des individus. Alors on dit ça en science, on dit il faut des individus. Première chose, qu'est-ce qu'il faut? Les individus... dans l'Internet tunisien, il y en avait à peu près 4 millions, 4-5 millions. Sur Facebook, en 2010, il y en avait 2,2 millions, pour une population qui faisait 10-11 millions d'habitants. Pas mal. Et quoi d'autre? On a besoin d'eux. Le lien social, alors oui, mais le lien social, avant qu'il y ait un lien social, il faut quelque chose qui crée du lien social. Alors, non plus. Ça c'est génial, mais ça c'est pour une société complètement avancée. Alors par exemple, moi je connais Reda, donc quand je le salue, je lui fais la bise comme ça, salut Reda, je te fais la bise. Mais au Japon, si vous pouvez connaître quelqu'un depuis 30 ans, vous n'oserez jamais lui faire la bise. D'une langue. Alors la langue c'est une forme avancée de ce dont je parle. Pareil, mais on a besoin en fait de pratiques sociales. Bonjour, c'est une pratique sociale. Le mariage est une pratique sociale. Le fait d'inviter ses amis à prendre un pot, c'est une pratique sociale. Et le truc génial, pourquoi Facebook a fonctionné, contrairement à toutes les plateformes de socialisation qui existaient avant, parce qu'il a simplifié les pratiques sociales. Ce sont des standards. Les pratiques sociales, c'est on se salue tous de la même manière, on se souhaite tous bon anniversaire et tout ça. Quelles sont les pratiques sociales sur Facebook ? Après, l'habitus vient avec les... Oui, absolument, oui, c'est tout ça. Pour notre ami Bourdieu, paix à son âme. Alors, les pratiques sociales sur Facebook, elles sont géniales parce qu'elles sont universelles. Elles sont tellement atomisées, simplifiées. Ce sont ces 3 pratiques-là.
J'aime, je partage, je commente. Alors que vous soyez chinois, japonais, tunisien, français, marocain, ça ne change rien. Nous sommes tous égaux face à Facebook. Là où Marx a échoué, Zuckerberg a réussi. Nous sommes tous égaux grâce à ces pratiques-là. Et donc, et aussi, par rapport à cette histoire d'interclasse, quelle que soit votre classe sociale, votre niveau de savoir, votre capital social, tout le monde est capable de commenter, de mettre like, etc. Donc ça a uniformisé, pour créer du lien, nous avons besoin de standards. Et là, c'est génial parce que les standards sont très simples. Et ça crée ce que nous appelons la force des liens faibles. Alors, les liens forts en sociologie, c'est votre famille, vos amis, vos collègues. Et généralement, on est en circuit fermé. L'information qui tourne, elle tourne en circuit fermé. La musique qui tourne entre nous, les goûts, les opinions, au bout d'un certain moment, c'est un cercle fermé. L'avantage des liens sociologiques faibles, c'est-à-dire des gens auxquels nous n'avons pas affaire normalement dans notre cercle d'intimité, l'avantage, c'est qu'ils nous fournissent des informations auxquelles nous n'avions pas accès, ou des goûts auxquels nous n'avions pas accès. Par exemple, si je rencontre un rappeur togolais, c'est quelqu'un que je vais connaître à peine, il va me transmettre des goûts, des opinions, des informations que je ne connaissais pas. Et c'est ça la force de Facebook finalement sur votre flux d'actualité. Quels sont réellement le nombre de personnes que vous connaissez, avec lesquelles vous avez des liens forts? La plupart des gens ne connaissent que 17% des friends qu'ils ont sur Facebook. À part, bon, évidemment, il y a les radicaux qui disent « moi, j'ajoute que ceux que j'aime, que ceux que je connais dans la vraie vie ». Donc, du coup, ça nous donne accès à beaucoup d'informations, beaucoup de goûts, beaucoup de variétés de choses auxquelles nous n'aurions pas accès en dehors de ça, de Facebook, de Twitter, etc. Donc, c'est ce lien faible, c'est cet être différent dans notre sphère qui va nous enrichir finalement plus que les gens que nous connaissons, parce que si nous les connaissons, c'est parce que nous avons des affinités, parce qu'ils nous ressemblent beaucoup. Et celui qui nous ressemble beaucoup, finalement, bizarrement, il nous enrichit le moins quantitativement. Et puis, le troisième facteur qui explique l'émergence de la culture underground, c'est la do-it-yourself culture, qui nous vient du punk. C'est-à-dire que tout le monde peut faire de la culture, peut produire pour rien, pas besoin d'argent. Il y a un beatmaker, un rappeur de notre connaissance, qui dit ça. Il dit, nous avions enregistré, c'est Galay, du crew Armada Bizerta, qui dit, nous avions enregistré nos premiers titres en 2006 grâce à un micro-casque, vous voyez, le micro-casque pour les ordinateurs, et le logiciel gratuit Fruity Loops, dans la cuisine de nos parents. Il faut dire qu'à l'époque, nous n'avions pas les moyens de payer des sessions d'enregistrement dans un studio professionnel. Et là, c'était un des groupes les plus contestataires sous la dictature. Et ils ont pu produire de la culture grâce à ça, la do-it-yourself culture, grâce aux logiciels gratuits qui sont eux-mêmes issus d'une logique de hacking, de hackers. Les hackers sont ceux qui ont vraiment fabriqué le Internet. Je ne parle pas du réseau physique, mais de l'esprit d'Internet. C'est une histoire de hackers, en fait, comme Julian Assange et compagnie. Armada Bizerta. Oui. Alors, tout ça a créé en fait si je résume, Facebook n'était pas un média social, parce que quel média n'est pas social? Est-ce que la radio n'est pas sociale? Les journaux ne sont pas sociaux? Tous les médias sont par définition, par essence, sociaux. Ce n'est pas un réseau social. Un réseau social, ce sont vos amis, les gens avec lesquels vous jouez aux échecs, vous allez pique-niquer. Ça, c'est un réseau social. Mais Facebook est tout simplement ce qu'on appelle une UGC, un User Generated Content, c'est-à-dire une plateforme dont le contenu est généré par l'utilisateur. Donc, puisque c'est l'utilisateur qui génère le contenu, elle a un potentiel de dynamique, un potentiel d'interaction entre les utilisateurs énorme. Elle est basée sur ça. Il n'y a personne qui commande Facebook, c'est pas Zuckerberg. C'est pas comme un journal où il y a une rédaction qui décide du contenu. Et donc, finalement, on avait des individus. Nous avions des pratiques sociales. Finalement, il faut penser le web social, Facebook et compagnie, non pas comme un média social, mais comme une forme de société. C'est déjà une forme de société différente. Avant, c'est simplifié.
Après, on peut critiquer avec une posture moralisatrice, est-ce que c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas la question. En science, on ne s'intéresse pas trop à la morale, hein, plus à l'éthique. Donc, mais l'impact de la chose, c'est que nous avions une société qui avait créé un espace public alternatif souterrain, le régime essaie de contrôler, bien sûr. Mais ce qui est génial avec Internet, c'est que quand vous avez quelqu'un qui essaie de mettre un verrou quelque part, vous avez déjà 10 000 gosses qui ont trouvé la solution pour faire éclater le verrou. Donc ça ne sert à rien d'essayer de contrôler le net. On peut dépenser des milliards. Hein. Les Américains l'ont fait, les Français l'ont fait, les Tunisiens l'ont fait. Mais ça ne sert à rien. Personne ne peut contrôler le net. Et là, ça a donné lieu à des productions de ce type-là. كل واحة في سحر السبع تصحى دم وحبار وطبع في ورقة محضر سيدي البشير يا خريف الرح شوف حالي رديف الدقلة فراجينها Alors là, c'est l'un des artistes, l'un des moteurs de l'underground. Il s'appelle Bundirman, ou l'homme du tambour, parce que le tambour, c'est le symbole de... Disons, quand un notable, un ministre ou le président passe, ils sortent les tambours et ils utilisent le tambour, hein, pour lui dire bienvenue. Donc c'est complètement satirique. Hein. C'est même un petit peu cynique d'utiliser ça un peu contre le régime. Donc lui... Il produisait depuis Paris, hein, tout simplement. Il y avait le rôle de la diaspora dans la production culturelle était génial. Il produisait depuis Paris, comme beaucoup d'artistes. Je n'ai pas le temps de vous passer des extraits, malheureusement. Il y a beaucoup d'artistes qui produisaient depuis Paris, par exemple, ou d'autres villes en France, des membres de la diaspora tunisienne. Et ils avaient créé une scène virtuelle. Facebook était devenu une scène virtuelle entre les producteurs de cette culture underground, contestataire et subversive, et les consommateurs. Donc c'était une espèce de scène virtuelle. Un autre exemple, depuis l'Espagne et l'Italie, les rappeurs produisaient... حكم للدار نار زقم مكان نهار يوم اللي هداني حكم للدار زقم مكان نهار. Bon, s'il y a des Tunisiens dans la salle, pour les paroles, c'est vraiment trash. Hein, ils dénoncent le régime policier, tout ça, le mal-être social. Bon, rien de très, très étonnant pour le hip-hop et pour le rap. Mais ce qui est génial, une fois que vous avez les moyens, cet espace-là, un espace alternatif, une autoroute souterraine, motivée par l'Internet et où les acteurs de l'underground se retrouvent. Alors, effectivement, les acteurs de l'underground, des producteurs de culture subversive, ne sont pas nombreux. Hein. Finalement, c'est une poignée. Mais ce qui est génial, c'est que espèce de communauté imaginaire qui s'est créée. Chacun pensait qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient cette musique, qui la produisaient. Lui, par exemple, c'est un des cyberactivistes les plus actifs. Il est copain avec les gens de Wikileaks. Hein. C'est lui qui a diffusé les câbles diplomatiques Wikileaks fin 2010, qui incriminait le régime, etc. Et il disait, pour la première fois, nous pouvions écouter de la musique dissidente en famille ou entre amis. C'était souvent le point de départ pour parler politique, à l'époque où tout le monde avait peur d'en parler. Un autre activiste, lui, il était responsable de la coordination des attaques Anonymous contre les sites gouvernementaux, début 2011. Il disait, le rap était mon carburant. Avant, je pensais que j'étais seul à ne pas être d'accord avec le système. Avec le rap, je me suis rendu compte que nous étions nombreux. Alors, ce n'était pas si vrai que ça, il n'y avait pas énormément de gens, mais ce qui est important, c'est que c'est ça, c'était le Neverland. C'est-à-dire que les gens, ils pensaient qu'ils étaient nombreux, qu'il y avait une communauté dissidente, ce qui était en partie vrai, parce qu'il y avait quelques personnages qui gravitaient là, autour de cette galaxie. Mais le fait d'avoir créé cette scène virtuelle,
on sait qu'il y a une sorte de communion quand vous allez dans un concert, quand vous êtes à côté d'une personne, vous écoutez votre tube préféré, une sorte de communion qui se passe, tout le monde chante ensemble. Et cette communion qui était intéressante pour créer un mouvement, finalement, de subversion et pour créer des identités politiques subversives. Il y avait une partie vraie, une partie complètement imaginaire. Hein, ces gens-là. Alors, le dernier point que je vais traiter en 2 minutes, si c'est possible, je peux. Alors, il y avait un phénomène qui avait été remarqué par Umberto Eco, auteur et chercheur italien, qui s'appelle la guérilla sémiotique. En gros, la guérilla sémiotique, c'est quand vous avez un objet. Tout objet renvoie un sens dans une société. Quand je vous dis, par exemple, les vêtements Lacoste. Les vêtements Lacoste étaient, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, étaient vraiment plutôt portés par des gens un petit peu embourgeoisés, qui habitent plutôt du côté de Neuilly, etc. Après, les gamins, les gosses de banlieue parisienne se sont appropriés cette marque. Finalement, quand on pense à Lacoste, beaucoup de gens pensent que c'est une marque de jeunes, plutôt un peu voyous. Vous voyez, l'objet Lacoste a complètement changé de sens. Alors, pour l'objet dont nous allons parler, c'est l'hymne national tunisien, qui a été changé 3 jours après l'arrivée de Ben Ali au pouvoir. Il a changé le texte, etc. Et c'était un marqueur identitaire, tout comme le drapeau. Ça accompagnait toutes les manifestations gouvernementales. On va l'écouter un tout petit bout. Vous voyez ça, mais les artistes de l'underground ont complètement détourné cet objet. Parce que, imaginons que vous chantiez l'hymne national en Tunisie, vous alliez automatiquement être considéré comme une personne qui cautionne le régime, parce qu'il s'était approprié tous les signes identitaires, tous les signes patriotiques et nationaux, comme le drapeau et comme l'hymne national. Alors, ce qu'ils ont fait, les acteurs de l'underground, ils ont bricolé, à partir de 2002, فكأنما أراد المشي فوق المياه الأيادي قيدت إبرة أسياد خاطت الشفاه لم يبقى إلا القلم والسلاح وقبضتي ليلة القبض على نبضتي دماء الشهداء حبر جف سطح ورقتي ألا خلدي يا بلدي عاش فيها من خانها ولا عاش من ليس من أثريائها الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن يجري ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن يجري ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils ont soit changé le texte, soit la musique. Et finalement, cet hymne qui était associé à l'autorité du pouvoir, petit à petit, a commencé à changer de sens. Était devenu le synonyme de quelque chose de subversif, de contestataire. Et au point que, si on regarde la première manifestation qui date de février 2011 en Égypte, les Égyptiens, en manifestant, ils nous chantent.
ce qui est génial, c'est que je termine en 30 secondes. Ce qui est génial, c'est que l'hymne, qui était synonyme du pouvoir, et de l'autorité de l'État, était devenu non seulement un hymne subversif, c'est-à-dire l'objet a changé de sens, et aussi était un moyen peut-être de créer cette identité politique commune panarabe. Et il était devenu l'hymne des révoltés, que ce soit en Égypte, au Maroc, un peu à travers le monde. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci beaucoup pour... Merci pour votre intervention. Donc, je sais qu'il vous faut plus de temps pour cette fresque, mais malheureusement, en fait, la formule est ainsi, donc c'est 15 minutes. Donc, je vais donner la parole dans un deuxième temps donc, à Monsieur Redazine, donc pendant 15 minutes. Donc, il va donc nous parler des stratégies des acteurs, aussi bien artistes qu'activistes. Donc, en lien avec notre thématique. Allez-y, vous avez 15 minutes. Et bonjour, merci pour votre invitation et votre présence. En fait, il y a deux mots-clés dans l'intitulé de cette intervention, de ce panel. On va dire que c'est d'un côté le monde digital et donc les autoroutes de l'information, comme disait Karim, et d'un autre un concept d'identité, une identité un peu très difficile à cerner et assez polémique. Quand on parle de panarabisme, on parle de concept politique assez critiqué. C'est-à-dire que c'était un projet utopique, peut-être dans un contexte post-colonial. Donc, j'insiste sur ça parce qu'il faut reprendre les choses dans leur contexte. On parle du monde arabe, on parle de sociétés jeunes, dans le sens que dans des sociétés qui essayent de retrouver une identité, de se construire une identité. On parle d'une région très grande dont tout le monde ne se reconnaît pas dans ce terme. Par exemple, notre cas, moi je suis du Maroc, Karim est de la Tunisie. Quand on parle du monde arabe, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas parce qu'ils se réfèrent à l'héritage amazigh ou berbère qui fait que même dans l'expression linguistique, qui est le côté le plus visible des expressions dont je vais essayer d'exposer, tout le monde ne peut pas s'accorder sur le terme de panarabisme. Panarabisme numérique, je préfère, parce que c'est un monde, justement, c'est des frontières imaginaires où, justement, dans un monde, il faut bien contextualiser, par rapport au monde arabe, c'est un monde où il y a des frontières. Ce n'est pas l'espace Schengen. C'est un monde où le Marocain et l'Algérien ne peuvent pas voyager librement, et vice-versa, et le Tunisien, le Libyen, etc. Donc l'avènement d'Internet a évidemment, ça semble facile, mais il faut se mettre dans une perspective sud, que l'outil Internet a donné un échappatoire. C'est-à-dire que je parle de mon expérience personnelle, par exemple, j'étais au Maroc, j'étais étudiant à Paris, 99-2000, et je connaissais très peu des pays voisins, c'est-à-dire des Algériens, des Tunisiens. C'est des cultures que j'ai rencontrées dans un autre territoire, dans la diaspora, ici. Et ça, c'était avant la démocratisation d'Internet et son utilisation 2.0, c'est-à-dire non plus comme consommateur, mais aussi comme producteur. Donc c'était juste un petit cadre comme ça pour présenter ma présentation. En fait, je vais me baser sur deux parties. Une partie où je vais essayer de parler un petit peu d'essayer de la mettre en relation avec l'initiative qu'a fait l'Institut du monde arabe, qui est l'exposition hip-hop du Bronx aux rues arabes, justement. Et je crois que l'objet hip-hop, comme l'a introduit Karim, est un objet très très intéressant à étudier, de par ses éléments, de par la culture jeune et urbaine, de par les éléments esthétiques et linguistiques qu'il ramène. Moi, j'ai eu l'opportunité d'essayer de faire un petit flashback, une petite histoire non exhaustive du hip-hop dans le Maghreb, à savoir Maroc, Algérie, Tunisie, un petit peu de Mauritanie, de Libye aussi. Et quand on parle d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a déjà 2-3 générations. Et par rapport à cet objet, et la deuxième, avant de développer ça, la deuxième intervention va être sur ce qui se fait maintenant. Donc je vais partir très brièvement des années 80 aux années 2008
et après ce qui se fait maintenant, et peut-être aussi de mon expérience en tant que producteur dans ce domaine-là, travaille avec les artistes du sud de Méditerranée, des artistes de différents genres, et le travail inédit qui se fait et qui se fera dans le futur, sûrement, grâce à la technologie, mais non seulement. Car la technologie, dans le contexte de cette société, est aussi un accès au savoir, un savoir qui a été longuement confisqué par les États et les gouvernements en place. Voilà. Donc pour revenir par exemple à l'histoire de cette musique actuelle qui est l'hip-hop, et comme dirait un menteur de cette culture, Chuck D des Republicans, qui disait si le rap était CNN, le CNN des banlieues ou des ghettos, et dans notre cas on disait que c'était Al Jazeera des rues arabes. Et donc on situe ça dans comme une espèce de l'an 01, donc des années 80, de l'underground à l'affirmation de soi. Et c'est-à-dire, on est parti dans une phase de mimétisme où on prenait ce qui se produisait dans ce qui se faisait de meilleur dans les États-Unis, ensuite en France évidemment, à travers des expériences comme le groupe IAM, etc., dans les années 80, et on essayait tout bonnement de copier en quelque sorte. Donc c'était la phase de mimétisme dans les années 80 et 90. Il n'y avait pas de télévision satellitaire, il n'y avait pas d'internet évidemment, et les gens ils avaient accès à cette culture, à ces cultures dites occidentales. Je dis dites occidentales parce qu'à la fin le rap c'est une culture black, c'est une culture noire, et qu'il y a un héritage africain. Donc je disais qu'on est passé dans une phase de consommation de produits culturels qui venaient des satellites, des VHS, des CD, des cassettes que ramenaient les cousins qui venaient de vacances, de cette culture de mixtape, et dans l'absence de structures sociales, de centres sociaux, etc., donc d'improvisation dans les quartiers, et puis à une phase qui a été celle d'un accès un peu plus démocratisé justement d'Internet, et qui dit accès démocratisé dit l'ouverture sur le savoir. C'est-à-dire que si moi, dans les années 90, je ne savais pas ce que disait la presse algérienne de la situation marocaine et vice-versa, ce n'était plus le cas. Donc on pouvait accéder, on pouvait même redécouvrir sa propre histoire confisquée, son propre... Voilà, on n'était plus esclave d'une seule chaîne nationale où il y avait un accès limité, mais on pouvait vraiment faire et reconstruire une identité qui a été confisquée, voire violée. On passe ensuite à cette phase de reconstruction de cette identité, de désacralisation justement de cette identité, du langage, de réappropriation du langage, c'est-à-dire au début on avait un peu honte d'utiliser l'arabe parlé, l'arabe courant, celui que comprend tout le monde, pas l'arabe littéraire, pas celui journalistique, mais celui de la rue, c'est-à-dire ce que parlent les gens, c'est l'équivalent de, voilà, je dirais pas du verlan, mais voilà, d'une langue courante que comprend tout le monde. Et on passe aussi à un contexte politique mondial où il y a un périple islamiste sur nos sociétés, et ce périple, c'est-à-dire là où l'État est pointé du doigt, par exemple les jeunes qui étaient des débauchés, qui essayaient d'imiter l'Occident et qui étaient des objets un peu bizarres pour le moins. Après une série évidemment, il y a eu le 11 septembre, et le 11 septembre, ça a découvert, a révélé le périple islamiste. Donc, le danger n'était plus, par rapport à la société civile, n'était plus ces jeunes marginalisés de musique extrême. Hein, je ne veux pas me focaliser sur le hip-hop, mais il y a plusieurs scènes, c'est-à-dire la scène rock, rock extrême, et metal et tout ça. Il y a eu pas mal de cas de censure à la base de groupes de ces styles-là. C'est des jeunes hein, qui s'exprimaient, ils sont finis en prison juste par rapport à leur look ou ce qu'ils proposaient comme culture autre et qui dérangeait le système, à une situation où les gouvernements ont commencé paradoxalement à encourager, voire à récupérer ces systèmes, parce qu'ils ont compris que le périple
n'étaient plus justement les artistes, mais c'était justement des gens nihilistes qui voulaient détruire l'État et ses infrastructures. Et du coup, on a eu ce slogan, par exemple, qui était Do rock, not bombs. Et il y a eu les cas de censure ont toujours eu un résultat à double tranchant, à savoir d'un côté cette sensation où déjà il y a un désert culturel, donc le fait de produire de la culture, produire de l'art est très coûteux, non seulement économiquement, mais aussi au niveau des contenus, à une situation où la société civile a compris qu'elle pouvait, en se solidarisant et en s'affirmant, pouvoir peser dans la balance sociale. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'âge d'or et qui peut être situé de 2003 à 2008. Cette espèce d'âge d'or a été aussi la période de récupération et de propagande grâce aux grandes sociétés de télécommunications qui, en surfant sur la mode des réseaux sociaux et autres, ont récupéré plein d'artistes qui étaient justement dans les années 90 fruits du mouvement Do It Yourself. Et du coup, des gens qui étaient des événements qui se faisaient dans l'underground, des salles de concert de 100, 200, 300 personnes, se sont vus projetés avec des budgets énormes dans des stades, dans des salles de concert très grandes, à la télévision même. Et tout ça pour, évidemment, amadouer la jeunesse qui est une espèce de bombe à retardement qui a besoin d'échappatoire. Et à partir de 2008, donc, il y a eu cette récupération et cette propagande. On a eu maintenant c'est vraiment... maintenant, c'est là où l'État investit sur la récupération de cette culture et ce n'est plus quelque chose de tabou. Le problème, ça reste les artistes qui sont exclus du circuit officiel et du circuit commercial, à côté des problèmes de circulation des artistes sud-sud et sud-nord, c'est-à-dire les artistes du côté sud de la Méditerranée qui ne peuvent pas vraiment, je parle des artistes indépendants, pas les artistes commerciaux ou gouvernementaux, ou qui sont soutenus par exemple par des ministères, etc., qui ne peuvent pas voyager librement ni dans les pays arabes et dans la région de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, ni du sud au nord, c'est-à-dire pour faire des tournées, des choses comme ça en Europe et avoir des expériences. C'est là où intervient pas mal de jeunes, des jeunes qui viennent du monde artistique ou académique et non seulement, donc la figure des artistes, activistes, artivistes, qui essayent de créer ces ponts-là. Et je vais conclure cette intervention sur des projets qui ont eu à mettre en valeur une espèce de dialogue entre ces villes arabes, c'est-à-dire ces capitales, par exemple, pas seulement dans le sens administratif, mais dans le sens culturel essentiellement, qui ont beaucoup de choses en commun, surtout un bagage et des figures culturelles, par exemple subversives, qui étaient censurées dans les années 60, à l'image d'un cheikh imam dont tout le monde chantait les textes qui étaient complètement censurés, et qu'il a fallu attendre, par exemple, ce qu'on appelle la révolution arabe, pour voir les gens reprendre ces textes en chœur de façon populaire dans des places comme Tahrir et autres places du monde arabe, et les revisiter. La même chose, donc je vais peut-être clôturer avec ce projet. Il y a différents projets, dont l'un a connu aussi, c'est là où j'ai connu Karim, et c'était à Tunis où on a eu la chance de travailler avec des artistes égyptiens, tunisiens, libanais, dans les Armada Bizerta, marocains et autres. L'idée, c'était justement de reprendre un patrimoine qui était mort ou censuré jusqu'à un certain point, de le revisiter de façon... de le revisiter de façon moderne, plutôt post-moderne, vu qu'on travaille sur les techniques de sampling et des choses qui permettent de redonner une autre forme au langage et de le proposer à d'autres artistes. L'idée de dire que c'est possible de travailler ensemble avec des coûts très bas et surtout
l'idée de sensibiliser ces artistes qui n'ont aucun soutien officiel, par exemple, de pouvoir créer ensemble quelque chose d'inédit et d'original. Ça, c'était la prétention d'un projet qui s'appelle It Will Be Wonderful. En arabe, Satakunu Aktara Rawa. Et ça, c'était en référence à la vague des révolutions arabes. Et malheureusement, ou heureusement, je vais devoir aller jusqu'à l'ordinateur pour vous faire voir un petit extrait. Et puis, un deuxième extrait qui est toujours dans l'esprit des chansons, de la musique comme arme. Et là, je cite Fela Kuti, qui est évidemment une figure, une figure panafricaine, mais une figure d'une personne, d'un artiste qui a su utiliser la musique pour des fins politiques. Et le fait qu'il y a des artistes, à savoir par exemple Rami Essam, qui a été un artiste de la place Tahrir en Égypte, qui a été torturé, qui a été emprisonné. La même chose, le cas d'un Mouad dit Al-Haqad, qui est du Maroc, qui a été aussi, à cause de chansons, à cause de textes, a été censuré, a été emprisonné plusieurs fois. Le cas de différents artistes qui essayent de créer un network, c'est-à-dire un réseau, justement, à propos de panarabisme numérique, de travailler ensemble et dépasser les frontières qui sont celles, par exemple, quand ils sont bannis des festivals officiels, quand ils sont bannis de la télévision, quand ils n'ont pas de tribune, ils utilisent au maximum Internet comme outil de diffusion et de redécouverte d'un savoir que, je répète, confisqué. Je vais clôturer avec cette toute petite vidéo de ce projet qui a été fait il y a maintenant 4 ans, je crois, qui est parti de Tunis, mais qui a fait le tour un petit peu de la Méditerranée. Et pour vous donner une petite idée sur ça, et voilà, si vous avez des questions plus tard. Je vous invite, si vous êtes intéressé, vous pouvez les télécharger gratuitement, certains de ces productions. Et ça, c'est un site d'une ONG qui s'occupe justement de la censure des artistes, des musiciens dans le monde. Donc c'est une réalité qui existe. Et il y a plein d'artistes, des musiciens non seulement, qui croupissent dans les geôles de différents pays. Et il y a des gens d'une association, une ONG qui s'appelle Free Muse, qui s'occupe de ces cas-là. Et dans ce cas, il a soutenu ce projet de Afrobeat, hip-hop, arabe. C'est un projet assez original. Et si vous allez sur leur page, il y a ce projet qui s'appelle Music is the Weapon of the Present. Et vous pouvez télécharger cette production de façon gratuite. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. En fait, on comprend en fait que la culture numérique exige beaucoup de temps, notamment pour faire passer les vidéos. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons passer donc à la troisième intervention de Yves González Quijano, donc qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Arabité numérique et qui va essayer de nous parler donc des dimensions politiques, au fait des phénomènes émergents que les deux intervenants précédents ont essayé donc de mettre en avant. Donc, vous avez 15 minutes. Merci. Je vais tâcher même d'être plus court de façon à ce qu'on ait un petit peu de temps pour éventuellement discuter, que vous puissiez poser des questions, demander des éclaircissements. Et je vais essayer donc de me réduire vraiment au strict minimum
Beaucoup de choses ont été dites, donc c'est plus facile. Qu'est-ce qui nous rassemble en fait, les trois, mais Mohamed aussi a des choses à dire sur la question. On est quelques-uns sur cette tribune, et vous, si vous êtes dans la salle aussi, à penser que la culture dit des choses sur le politique. Bon, ça c'est dans toutes les sociétés. Les cultures, c'est une manière de faire de la politique, mais il se trouve que dans ce qu'on appelle le monde arabe, la région arabe, le sud de la Méditerranée, la culture dit encore plus de choses sur le politique. À travers la musique, à travers le développement du numérique, on entend des choses qui sont en train de se passer dans le monde arabe. Alors comment on peut essayer de réfléchir sur ces questions-là? Une des manières d'y réfléchir, c'est de reprendre des choses qui ont été dites par les deux intervenants, et y compris d'ailleurs dans une dimension critique, en associant ce qui se joue sur la culture à ce qui se joue sur la scène politique, à travers en particulier quelque chose qu'on a appelé le panarabisme, la oruba en arabe, le sentiment d'être arabe, et le projet politique qui va porter ou non cette qualité d'être arabe dans le monde d'aujourd'hui globalisé et numérisé. Alors historiquement, il faut comprendre que le monde arabe, c'est une invention récente. Le monde arabe, ça n'existe pas du tout au Moyen-Âge, ça n'existe encore moins à la préhistoire, ça existe encore moins à l'invention de l'écriture. Le monde arabe se met à exister, grosso modo, à la fin du XIXe siècle. Vous pouvez chercher tous les livres d'histoire que vous voulez dans le monde arabe, y compris ceux qui sont écrits en arabe par les Arabes eux-mêmes. Ils ne se définissent pas comme monde arabe. Ils se définissent de toutes sortes de manières, mais cette idée de monde arabe est une idée qui se développe justement avec une des premières révolutions de l'information dans cette région. Elle se développe avec l'essor de l'imprimerie et de la presse, à cette époque panarabe, qui va donc effectivement permettre aux gens qui habitent à l'intérieur de cette région, qu'ils soient à Bagdad, qu'ils soient à Rabat, à Tunis, qu'ils soient au Caire, à Damas, de comprendre qu'ils partagent quelque chose en commun et qu'ils partagent une même détestation, celle des Ottomans, celle des Français, celle des Anglais, et qu'éventuellement le chemin pour eux d'un projet politique qui va leur permettre de s'affirmer en tant qu'ils sont arabes passe effectivement par ce sentiment de partager ou non une identité. Alors l'intérêt ou la particularité de ce projet tel qu'il se conçoit à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il fonctionne comme les médias de l'époque, il fonctionne d'une manière pyramidale. Vous avez un émetteur, vous avez quelqu'un qui parle, un journaliste, un intellectuel, un savant, un homme politique, et vous avez le peuple qui écoute. Ce peuple aussi, on va lui demander, et ça a été abordé tout à l'heure, on va lui dire, écoute-toi peuple, c'est bien, tu parles marakshi, tu parles tunsi, mais là il va falloir que tu parles autre chose, il va falloir que tu parles l'arabe classique, parce que sinon on ne va pas se comprendre. Chacun parle sa langue dans son coin, qu'on soit encore une fois à Bagdad, à Koweït ou ailleurs, mais pour ce projet arabe, il va falloir effectivement imaginer une langue commune. Ça tombe bien, on a dans la région un modèle, qui est le modèle coranique, qui est le modèle donc du livre sacré de l'islam, de la langue de culture, si l'on veut, et on va fonctionner sur ce modèle. Alors naturellement, cette utopie, elle ne va pas bien fonctionner, toute l'histoire du XXe siècle le prouve, et on assiste aujourd'hui probablement à son effondrement final sous cette forme-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'Arabes, ça ne veut pas dire que la question arabe va disparaître, mais cette idée d'unir le monde arabe de cette façon-là, par le haut, autour d'une langue unique imposée à tout le monde, ça ne va plus fonctionner. Alors, un des problèmes pour la culture, parce que pour qu'une nation, pour que les gens aient un projet en commun, il faut qu'ils partagent des rêves, il faut qu'ils partagent des visions. Un des problèmes de cette culture arabe, et ça nous a été dit également dans les deux interventions, c'est que les puissances politiques ont constamment lutté contre cela. Pour des raisons très simples. Par exemple, l'État algérien est arrivé sur la scène politique après des millions de morts, après des années de lutte contre le système colonial français. Lorsque l'État algérien apparaît sur la carte politique, il n'a pas du tout envie de se dissoudre dans une unité arabe utopique et qui n'existe pas vraiment. Il veut créer l'État algérien, donc il va créer une littérature algérienne, une musique algérienne, des médias algériens. Et la même chose se reproduit dans les différents États. Et vous l'avez tout à fait bien dit, il y a énormément de difficultés, il y a toujours eu des difficultés à faire communiquer
les scènes culturelles arabes, les différentes scènes culturelles, qu'elles soient musicales, théâtrales, littéraires, même médiatiques. La situation va changer. La situation va changer, non pas politiquement, parce que, encore une fois, on sait que de ce point de vue-là, c'est un échec assez pathétique même, par certains aspects, mais elle va changer par une donnée à laquelle personne n'a jamais beaucoup réfléchi, elle va changer à cause du numérique. En fait, les nouvelles techniques numériques, pas celles d'Internet, même encore un petit peu avant, vont permettre de dissoudre ces frontières. Là où vous aviez une télévision nationale, on a connu ça en France, hein, on avait l'ORTF qui diffusait dans l'espace national, vous avez tout d'un coup la capacité, avant même le satellitaire, puisqu'on a eu d'abord des journaux panarabes comme Al-Hayat, comme Al-Shaqalosa, des choses comme ça, on a eu effectivement des possibilités pour communiquer grâce aux techniques numériques qui traversaient les frontières. Alors au début, c'est du bricolage, vous avez une rédaction à Londres, on continue à imprimer à Francfort, au Caire, à Damas, à Beyrouth. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, au temps du numérique qui est le nôtre, c'est totalement fini. L'histoire nous a été retracée rapidement. Aujourd'hui, effectivement, on communique instantanément, vaille que vaille, mais on communique quand même autour du numérique sans qu'il y ait cette espèce de découpage, de saucissonnage. On communique autour d'une zone où, malgré tout, même si chacun parle sa langue, on possède un certain nombre de références et on possède un vocabulaire commun. Quand je dis vocabulaire, ce n'est pas simplement le mot de la langue, c'est un certain nombre d'outils, de références, de souvenirs, de métaphores que les gens partagent à travers leur culture, culture de la rue, culture de la famille, culture de l'école, culture des médias, les choses que les gens brassent dans leur vie de tous les jours. Alors, par rapport à ça, je vais quasiment terminer. J'avais promis d'être court et je vais y arriver, c'est bien, mais ça va garder un petit peu de temps pour la discussion. Par rapport à ça, il y a deux éléments fondamentaux qui nous ont été donnés aussi, me semble-t-il. Ça a été souligné à plusieurs reprises. Cette région du monde est jeune. Lorsqu'on parle du monde arabe, des pays arabes, y compris dans leurs composantes amazighes, kurdes, etc., on parle d'une population où la moyenne d'âge aujourd'hui est de 20 ans et demi. Il faut savoir qu'en Europe, la moyenne d'âge, elle se situe plutôt du côté de 30 ans. C'est pas beaucoup, hein, 10 ans, ça paraît pas grand-chose, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2015, pardon, la moitié du monde arabe n'a jamais connu autre chose qu'un monde arabe numérique. C'est-à-dire que des gamins qui sont nés en 1995, qui ont commencé, disons, à avoir leurs premiers souvenirs de télé en 2000-2005, ils n'ont vécu que dans un univers numérique. Et de plus en plus, aujourd'hui, un univers numérique où le téléphone, smartphone et autres tablettes sont également répandus. Donc un phénomène de jeunesse extrêmement important. Deuxième aspect aussi extrêmement important, me semble-t-il, on l'a bien vu dans les exemples qui nous ont été donnés, cette opposition entre effectivement des cultures officielles contrôlées, voire interdites par les différentes puissances publiques, les États. Ce système de contrôle ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus politiquement, ou plus aussi bien, parce que c'est devenu beaucoup plus difficile de le contrôler politiquement. Mais il n'y a pas que cela. Ça nous a été dit également, on peut aujourd'hui produire à beaucoup moins cher. On n'a plus besoin d'un studio de télé pour sortir une compile ou pour sortir un titre. On peut bricoler ça dans un garage, on peut bricoler ça de toutes sortes de manières. Pour diffuser, on peut créer des réseaux de diffusion qui sont très différents. Donc non seulement on a une génération qui arrive, mais cette génération, elle a des outils pour effectivement créer et pour diffuser et pour partager. Troisième élément que je n'avais pas prévu de mentionner, mais que je mentionne aussi quand même, me semble-t-il, la langue joue un rôle très important. Effectivement, Internet va permettre, ce que tu nous disais tout à l'heure, à la langue de tous les jours, à la langue qu'on parle spontanément, la langue de l'amour, la langue des émotions, la langue de toutes sortes de choses, des plaisirs, va permettre d'investir cette scène culturelle où elle était tenue à distance. Lorsqu'on a construit ce projet panarabe dont je parlais au XIXe siècle, en ayant recours comme ça, en s'appuyant sur la culture officielle, la langue savante du Coran ou ses dérivés à l'époque moderne, non seulement on avait un phénomène unitaire où on obligeait les gens à rentrer dans un moule, mais c'était également un moule extrêmement, pyramidal, extrêmement élitaire.
en ce sens que pour avoir le droit de s'exprimer, dans les médias bien sûr, mais plus largement à l'école, dans les discours publics, dans la compétition électorale, dans la création artistique, il fallait participer de cette élite qui acceptait donc de se fondre d'une manière ou d'une autre dans ce projet commun et qui maniait les codes de la langue qui permettaient de s'imposer dans cette compétition intellectuelle, culturelle et symbolique, simplement pour le pouvoir symbolique. Aujourd'hui, on a un modèle complètement renversé. Je ne pense pas que l'idée ou le rêve d'un monde arabe est totalement disparu, mais s'il se construit, il va se construire complètement différemment. Il va se construire à la manière dont les réseaux numériques fonctionnent, c'est-à-dire qu'il va se construire non pas par l'imposition d'un modèle unique que l'on va faire tomber du ciel sur les citoyens, ou sur les sujets plus exactement, mais il va se construire comme on construit dans l'univers numérique, par réseau, par capillarité, par sélection, par affinité. Moi j'aime bien un tel, donc je le fais connaître, like, comme tu disais tout à l'heure, et diffuse. On va avoir donc non pas un projet qui a été imposé aux gens et dont on a vu que ça ne fonctionnait pas, mais on va avoir éventuellement, personne ne peut parier sur l'avenir, mais on peut imaginer, et c'est une des rares façons d'être un peu optimiste par rapport à ce qui se passe, on peut imaginer que ça va fonctionner comme ça. On va voir effectivement un peu à la manière dont tu nous as montré tout à l'heure les différentes manifestations de Tunis qui se répandaient au Caire, mais qui se répandaient également aussi dans les milieux francophones de France, des États-Unis, de tout ce qu'on voudra. On va avoir une sorte d'identité arabe, d'une façon de se sentir arabe, de s'imaginer arabe, qui va se diffuser loin des élites, loin des pouvoirs politiques, et qui va faire des propositions qui vont être ou non reprises par les citoyens de cette région, par les arabophones, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, c'est une chose qui nous fait réfléchir et c'est la manière dont la culture, me semble-t-il, est en train d'éclairer peut-être l'avenir ou non de cette région du monde, en particulier dans sa revendication identitaire différente. Dernier aspect, et c'est important aussi, je ne serai pas long du tout, c'est que cette identité d'être arabe, dans la manière dont elle s'est construite historiquement, c'était par le refus des autres. C'était d'une certaine manière, c'était une façon de dire nous sommes arabes ou nous sommes musulmans, les choses se combinent souvent un petit peu, et ça veut dire nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas anglais, nous ne sommes pas espagnols, nous ne sommes pas américains, nous sommes cela. Lorsqu'on écoute le discours des cultures arabes contemporaines, on voit bien que c'est complètement différent. Et les extraits musicaux qu'on a entendus nous le montrent très bien. Les jeunes arabes qui s'affirment aujourd'hui arabes ne s'affirment pas dans la différence. Ils s'affirment dans la mondialisation, ils s'affirment dans leur capacité à reprendre un langage mondialisé à l'intérieur duquel ils vont faire leurs propres propositions. C'est-à-dire qu'ils vont faire du rap, ils ne vont pas faire quelque chose qui est arabe, mais ils vont faire du rap qui sera à la manière arabe. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est, à mon avis, une manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus positive et beaucoup plus éventuellement porteuse de succès possible d'affirmer sa façon d'être, non pas en refusant ce que sont les autres, mais en disant, dans ce que vous faites, moi j'ai quelque chose à ajouter qui est ma propre couleur dans ce que vous proposez. Donc merci Yves d'avoir fait le lien entre donc les infrastructures numériques et les évolutions de l'identité. Donc nous avons maintenant 10 minutes ou un quart d'heure grand maximum pour les questions. Donc est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il arrive. Ouais. On vous entend, mais c'est pour l'enregistrement. Bon, ouais. Eh bien, je voulais vous remercier pour la qualité de votre exposé, qui est tout à fait passionnant et je dois dire qu'il m'a porté conseil sur de nombreux points. Donc, je vous en remercie. Je voulais me présenter quand même. Je m'appelle Souliman et verbe attaque Imanan. Je fais du rap aussi, du slam et du raga et je danse. Je suis architecte urbaniste et je suis diplômé du CNRS. Je suis dans la galère totale depuis 1 mois et demi à la rue. On m'a pris mon enfant. Ma femme musulmane est partie, puisque la France était trop dure pour elle. À l'occasion des événements de Charlie, on lui a jeté du porc au visage. J'en suis désolé pour elle.
Est-ce que vous Je avez vous des le dis questions? ça vite fait, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler en fait. Allez-y. Je ouais. voulais simplement vous dire sur la dernière intervention que vous avez eue que c'est extrêmement important de chanter dans sa langue maternelle. Parce que la langue maternelle, c'est l'amour de la mère et c'est le sein, c'est le lait. Et c'est se faire comprendre par ses concitoyens de façon simple, Bien. sans dérive hypothétique de langage qu'on ne comprendrait pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il Help vous plaît? des Beatles. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Mademoiselle, oui, allez-y. Donc, Écoute. merci pour vos interventions. Ma question s'adresse en fait principalement aux deux premières interventions. Est-ce que vous êtes penché sur la question de la réceptivité du public en fait de ces productions culturelles, sachant qu'aussi sous un format numérique, c'est on va dire quantitativement un peu plus délicat à délimiter précisément. Et aussi, comment est-ce qu'on mesure la capacité effective de mobilisation dans un contexte de révolution arabe et de changement? Merci. Donc, qui va répondre? Allez-y rapidement, on n'a pas de temps. Ouais. Pardon. Alors, j'ai bien... Ça marche. La première partie, ça allait. Mais la deuxième partie, la capacité effective, pardon, vous pouvez répéter? De mobilisation, en fait, mobilisation, la de capacité ces productions. effective de mobilisation, d'accord. En tout cas, dans le numérique, c'est encore plus facile de quantifier. Qualifier peut-être pas, mais de quantifier l'impact. Parce que vous avez tous ces outils de statistiques, des algorithmes de calcul d'influence et tout ça. Vous avez des outils géniaux, rien que les statistiques de Facebook qui vous donnent qui écoute quoi, qui regarde quoi, quand, l'âge, la ville, mais tout. Donc vous pouvez vraiment tirer des profils extraordinaires. Donc je vous donne quelques chiffres. Hein. Par exemple, Ben Dirman, l'artiste qu'on a vu avec la guitare habillée en mauve. En mauve, c'était pour se moquer de la couleur officielle du régime Ben Ali, qui était le mauve, le violet, dans ces eaux-là. Alors lui avait plus de fans sur sa page que Francis Cabrel, par exemple, ou que Angela Merkel. C'est un phénomène. Les pages rap avaient, du temps de Ben Ali, certaines pages avaient 200-300 000 fans. Après, maintenant, ça se compte par millions. Donc, quantifier, c'est plutôt facile. Après, qualifier, est-ce qu'il y a un impact réel ou non, ou quelle est la force de l'impact, ça c'est très difficile, parce que la science n'a pas encore d'outils, peut-être avec le numérique ça changera, pour qualifier, est-ce qu'il y a de l'impact ou non, mais on peut le mesurer, on peut le voir, hein. Il faut le voir dans la rue, il faut le vivre, cet impact-là. Mais la culture underground, en tout cas, si on remarque quelque chose pour qualifier ça, elle crée un langage, elle a créé un langage, hein, parce que certains, même, c'est-à-dire les mots qui ont été inventés par cette culture-là, rejoignent les cultures mainstream, sont utilisés par les gens de tout le monde. Mais vraiment, de nouveaux mots qui n'existent pas dans cette langue-là. Donc l'impact est énorme, les journalistes les utilisent, les politiciens, les candidats au présidentiel utilisent des mots inventés dans cette culture-là. Et inventés, je ne vous dis pas il y a 20 ans, pas il y a 10 ans ni 5 ans, inventés il y a à peine quelques mois. Donc c'est une culture productrice c'est un monde producteur de culture, et comme toutes les cultures underground, à un certain moment, soit elles meurent, soit elles se transforment, soit elles sont récupérées par le mainstream, soit c'est elles qui récupèrent le mainstream. Donc tous les schémas existent aujourd'hui en Tunisie. Tout ce dont je parle, ce mélange-là entre mainstream et underground est en train d'arriver sous toutes les formes. J'espère avoir répondu à votre question. Eda ? Est-ce que vous avez une réponse? Oui. Ouais, très brièvement, je pense que si on prend comme critère le monde des productions indépendantes, et quand je dis indépendante, imaginons le cas d'un artiste ou d'un producteur culturel qui est exclu par exemple des médias, qui n'est jamais invité dans des festivals, qui est censuré de la télévision, etc. On va trouver plein de cas, des gens qui sont très suivis online, qui sont très suivis sur Internet, dont les concerts, s'ils peuvent les faire par exemple sur leur territoire national, sont très très populaires. Et puis un autre paramètre, c'est que quand il y a un phénomène de censure, ça veut dire que ça fait mal, ça veut dire que c'est populaire. Et ça, c'est un petit peu anecdotique, mais quand une puissance, un gouvernement, un État a peur d'un livre, d'une chanson, d'un film, ça c'est symptomatique. Ça veut dire que ça touche là où ça fait mal. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle, mademoiselle? Allez-y. Bonjour.
Merci pour votre intervention. En fait, vous vous êtes concentré en fait sur le Maghreb, mais qu'est-ce qu'il en est du Moyen-Orient? Est-ce que le panarabisme existe au Moyen-Orient? Est-ce qu'il a le même effet et se manifeste de la même manière? Bien, merci. Donc, et peut-être c'est à toi. Oui, bien sûr. Historiquement, c'est là qu'il apparaît. Mais j'allais dire que votre question, en fait, il ne faut plus poser la question comme ça. Parce qu'effectivement, je pense que le problème ne se pose plus. Alors bien sûr qu'il y a des conflits en Syrie, au Yémen, en Irak et en Libye et ailleurs, et ce n'est pas fini malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que si un modèle se recrée, si on voit apparaître une identité arabe qui est capable de dire des choses au-delà de ses propres frontières, mais de porter quelque chose à l'ensemble des populations qui peuvent entendre son message, ça ne va pas se faire sur les catégories anciennes. Ça ne va pas se faire Maghreb d'un côté, Moyen-Orient de l'autre. Ça, ce sont des vieilles catégories justement d'avant. Historiquement, vous avez raison, c'est là où ça se passe, c'est comme ça qu'on a posé le problème. Mais je pense qu'on peut très bien avoir des productions, des gens qui vont contribuer, par exemple pour prendre la scène musicale, à ce type de propositions musicales, qui vont travailler dans des studios à New York, dans des studios à Paris, et ça se produit, ça marche comme ça. Sur la question de la langue, moi j'aurais voulu, mais il est parti, si il est encore là, mais bon c'est pas grave, on pourra le dire de tout à l'heure. Moi c'est dans la question de la mademoiselle avant, mais c'est une prolongation de votre question, c'est pour ça que je reprends sa propre question. Je me demande, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, si votre question n'était pas celle de l'efficacité politique des outils Internet. C'est bien ça, c'est ce que j'avais cru comprendre. Alors là, moi, personnellement, effectivement, je ne crois pas beaucoup aux outils numériques. Tout ce qu'on a vu depuis ce qu'on appelait, d'une expression malheureuse, les printemps arabes, tout ce que l'on voit aujourd'hui nous montre bien que ces nouveaux outils, sur cette scène-là, ne font simplement que reproduire, en les modifiant un petit peu, mais forcément, des situations qu'on connaissait déjà. On est dans un système de communication politique, de mobilisation, et bon, bien sûr, ça a un certain nombre d'avantages, mais on comprend aussi aujourd'hui que c'est un certain nombre d'inconvénients. On comprend aujourd'hui que les États, très rapidement, ont appris à maîtriser ces outils, à les contrôler, à s'en servir pour leur répression. On a appris dans la situation syrienne, par exemple, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement la vérité, mais c'est une vérité qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, et que les réseaux sociaux, par exemple, dans le cas de la scène syrienne, il m'est arrivé d'écrire là-dessus, ce sont en fait c'est pas une agora publique, c'est pas un endroit où on crée du lien social, où on crée du débat public, c'est au contraire une scène militaire ou une scène de violence dans laquelle les gens contribuent à la violence qui est déjà trop manifeste dans ce pays. Donc on a réappris à penser, disons, les limites, après avoir un peu vécu ces utopies numériques. On comprend mieux maintenant que ces utopies ne fonctionnent pas comme ça. En revanche, le discours que j'ai essayé de développer en disant, mais attention, ce n'est pas sur la scène politique que les choses se passent, ça n'est pas dans ce langage politique que les choses vont se passer, c'est ailleurs, dans une sorte d'éducation politique, dans une manière de réfléchir à la question sociale, à la question politique, à la question collective. Là, Internet est en train de former des choses. Ça n'est pas la même chose que d'être un jeune Syrien élevé dans la Syrie baathiste, où vous n'aviez que la chaîne d'État national, que d'être un jeune Syrien d'aujourd'hui, y compris dans un pays détruit, mais dans lequel vous avez les réseaux sociaux, dans lesquels vous avez Twitter, dans lequel vous avez accès à des scènes satellitaires, etc. Ça ne va pas changer la situation de la Syrie. Il y aura toujours une guerre. En revanche, le citoyen syrien ou les citoyens syriens, les citoyennes syriennes vont probablement développer des stratégies, des manières de réfléchir qui n'auront rien en commun avec celles de même pas de leurs grands-parents, de leurs grands frères, même pas de leurs parents, juste de leurs grands frères. Parce que 10 ans ou 15 ans, c'est une révolution qui a passé. Alors, elle est passée également chez nous, dans un pays comme la France. Mais ici, les choses sont tellement, je veux dire, c'est du costaud, il y a des institutions, il y a de l'argent, ça va, ça roule. On ne voit pas les fractures et les fêlures. Dans des pays où les situations sont fragiles, où la jeunesse est là qui pousse,
c'est sûr que tout de suite, les plaques tectoniques se disloquent beaucoup plus rapidement et vous avez des tremblements de terre. Alors quand vous êtes dans le tremblement de terre, c'est un peu difficile à vivre. En même temps, c'est probablement nécessaire pour que les choses changent à un moment ou à un autre dans cette région où les Tunisiens le savent bien, on a vécu quelques années de glaciation. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, s'il vous plaît? Quelqu'un a une question? Donc, pas de question. Okay, très bien. Tout d'abord, donc, je vous remercie le public d'être venu un samedi matin.